Ouais, donc je pense qu'on peut commencer. Il est 10h05. Donc, s'il y a plus de personnes qui se joignent à nous, c'est super. Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre séance. Maître d'être là, je m'appelle Taylor Moore. Je suis coordinatrice pour la formation auprès du Centre pour les pratiques efficaces. Donc, nous parlerons de l'outil pour la prescription sociale. Il y aura notre ordre du jour. Il y aura une conversation pour faire une évaluation, faire un suivi. Donc, il y a 2 membres de notre groupe d'experts et ils partageront leurs opinions par rapport à ces aspects de la prescription sociale. J'aimerais aussi souligner le fait qu'il y aura une opportunité pour que l'audience, le public puisse participer. Il y aura bien sûr des pensées liminaires aussi, donc liminaires. Donc, voilà, j'aimerais commencer avec la reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que notre travail a lieu sur les terres autochtones partout dans l'Ontario. Donc, nous reconnaissons ces personnes qui ont contribué beaucoup. Donc, le centre voudrait reconnaître que notre bureau central, notre siège social, est sur la terre des Anishinaabe, du peuple Wendake, et ça fait partie, c'est la maison de beaucoup de personnes métis et d'autres personnes autochtones. Donc, ça fait partie du traité 13. Nous sommes très reconnaissants que nous pouvons travailler sur ces terres. Donc, je viens de me présenter. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Ellen. Donc, merci Taylor. Je suis manager par rapport au service, à l'équipe des services d'information. Donc, je vais passer la parole à nos panélistes. Alison, vas-y. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Je m'appelle Alison Hewitt. Je suis infirmière. Je suis spécialisée sur le service par rapport au gériatrique. Donc, mon rôle, c'est de faire des connexions par rapport aux clients qui ont plus de 65 ans et ils désirent rester à la maison. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ces genres de personnes donc, ont beaucoup à voir, soulignent le fait que la qualité de vie est très importante. Donc, c'est pour ça que je me suis impliquée dans la prescription sociale. Donc, j'aimerais bien passer la parole à Mike Creek pour qu'il puisse se présenter. Merci, Alison. Bonjour à tous, je m'appelle Mike Creek. Donc, j'ai une expérience vécue. Nous avons tous des expériences vécues. Mais moi, j'étais pauvre, j'étais sans abri et j'avais aussi des problèmes de santé. Donc, au fur et à mesure, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai passé 20 ans à travailler au sein du système de soins, de santé. Et j'ai travaillé auprès des communautés qui étaient oubliées. Donc, par rapport à cause des structures que nous avons en place. Donc, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Travailler pour le changement et ça fournit beaucoup d'opportunités et je suis contente d'être là pour représenter les gens qui font partie de l'expérience vécue. Donc, ça me fait plaisir d'être partie des panélistes, de faire partie des panélistes. Merci beaucoup pour vos présentations. Donc, cette ressource par rapport à la prescription sociale. Donc, ça a été mis en œuvre pour mieux comprendre comment mettre en œuvre ces genres de choses en Ontario. Une fois que cette fondation est établie, donc par rapport aux individus, ça commence avec une conversation pour assister par rapport à cette étape. Donc, nous assurons que nous créons un espace sûr pour que les gens puissent avoir confiance en nous, pour bâtir des relations, pour avoir du succès en ce qui concerne la prescription sociale. Nous reconnaissons que cette chose
par rapport à l'individu. Donc, bien sûr, il faut bien préciser pourquoi ça pourrait être bénéfique pour leur santé. Donc, nos outils ont des points pour mieux pouvoir comprendre comment faire. Donc, bien sûr que ils ont été développés avec le groupe d'experts pour mieux comprendre comment s'y mettre. Nous reconnaissons aussi que certains cliniciens pourraient se sentir plus à l'aise en utilisant ces outils. Donc, nous avons 2-3 exemples pour aider les besoins sociaux, pour mieux comprendre les histoires, les expériences de ces individus. Donc, à ce point, j'aimerais passer la parole à Mike Allison pour qu'il puisse partager certaines réflexions avec nous. Donc, quels aspects de la conversation de la prescription sociale est-ce que vous avez trouvé étaient les plus valables et pourquoi? Est-ce que vous voulez que je commence, Alison? Vas-y, Michael. Donc, pour moi, c'était bâtir ces ponts pour pouvoir mieux parler d'une manière ouverte et honnête, qui sont sains et aussi sûrs pour que les gens puissent mieux comprendre l'impact que ces déterminants sociaux ont par rapport à leur santé. Pour beaucoup de personnes, les gens vivent avec d'une manière journalière, mais des fois, souvent, les gens ne s'en rendent pas compte de ce qui a lieu et l'impact que ça a sur leur santé. Donc, avoir ces conversations, c'est très important. Donc, parce que ces soins primaires, pouvoir prendre soin de ces personnes, pouvoir nous expliquer l'importance de partager le contexte social dans lequel les gens vivent. C'est très important, c'est critique pour des résultats optimaux en ce qui concerne la santé. Donc voilà. J'aime beaucoup ça, Mike. Et je suis d'accord avec toi, Constant. Donc, pouvoir faire cette prescription sociale, donc savoir, il s'agit de bien comprendre où en est le client, fournir un espace sur savoir et apprendre ce qui se passe bien pour eux, ce qui est difficile, ce qui est un défi aussi pour eux, ce qui pourrait être problématique. Donc, par rapport à ma pratique, je suis très chanceuse parce que j'ai l'opportunité de pouvoir expliquer de visiter les personnes, de savoir où ils vivent. J'arrive à rencontrer leurs voisins et on peut mieux comprendre en visitant les gens à la maison. Donc, c'est un peu plus difficile dans un milieu plus professionnel. On peut pas bien comprendre ce qui se passe ou les défis ou les enjeux ou les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Donc, pouvoir leur fournir de l'espace pour pouvoir mieux expliquer leur situation et pouvoir parler honnêtement par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent, c'est clé et c'est très important. Et une autre chose, et on en parle, on pense beaucoup par rapport à Centertown. Donc, avoir cet accès de barrières très, très bas. Donc, par rapport à la prescription sociale, ça a lieu beaucoup de fois par rapport aux fournisseurs de soins, par rapport aux travailleurs au sein de la santé communautaire, etc., par rapport aux travailleurs dans le système de soins. Et tout le monde peut être sur la même page. Et comme ça, le client n'a pas besoin de raconter leur histoire plusieurs fois parce que ça fait partie de son fichier. Donc, je vais te passer la parole, Mike. Te repasser la parole, Mike, parce que moi, peut-être je parle trop. Ouais, ce sont des points très importants. Ça peut être difficile. Les conversations peuvent être très difficiles, spécialement si on n'a pas une équipe robuste qui vous soutient ou si vous le faites pour la première fois. Donc, ça peut poser un vrai défi et un petit peu, ça peut être
faire en sorte que vous vous sentiez mal à l'aise par rapport à la perspective du client. Donc, ça peut être gênant, un peu maladroit. Donc, c'est important, je pense, de suivre ces outils. Donc, examinez-les, ces outils de dépistage, examinez-les pour que vous puissiez avoir la meilleure conversation possible, que vous vous sentiez bien à l'aise, comme ça, que vous sentiez bien à l'aise. Oui, comme ça, la personne devant vous se sentira à l'aise aussi. Et je pense que ça se comprend bien très souvent pour bien pouvoir construire une relation thérapeutique positive. Donc, comment ça les impacte d'une manière sociale et les connexions qui les forment, qui impactent leur santé d'une manière journalière par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre, par rapport à leurs conditions de vie, par rapport aux défis sociaux aussi, par rapport à ce qu'ils doivent aborder dans leur vie. Donc, il faut premièrement parler avec son docteur, au médecin de famille, par rapport à la santé mentale, parce qu'il y a bien sûr une honte par rapport à comment vous vous sentez à cause de la structure de la société. Donc, par rapport à comment il se manifeste dans les gens. Donc, c'est difficile pour la personne avec laquelle vous parlerez, Et c'est aussi parce que c'est difficile pour vous d'aborder cette situation. Donc, moi, je vous conseillerais de faire cela. Je ne sais pas ce que les experts, avec ces expériences vécues, mais ils ont aussi partagé les mêmes opinions. Donc, faire vraiment poser des questions appropriées en ce qui concerne l'aspect culturel, etc. Donc, bien sûr que les gens font des fautes et on apprend de notre faute. Il faut bien sûr, et on peut faire des fautes, bien sûr, mais il faut apprendre de nos fautes. Oui, j'aimerais bien ajouter, en fait, par rapport à l'aspect gériatrique, nous avons 5 M, donc ce qui compte le plus. Donc, ce qui est important pour le client peut être différent de ce que vous pensez est la chose la plus importante pour cette personne. Donc, c'est important de construire une relation thérapeutique et de reconnaître leur autonomie et leur droit de faire leurs propres décisions pour soutenir ce qui est le plus important pour eux. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez bien sûr y travailler dessus. Donc, par rapport à ce qui est pertinent, par rapport aux matières de nature de soins. Donc, je serais peut-être inquiet par rapport à la diabète. La personne en face de moi peut être peut-être préoccupée par rapport au fait qu'il sera peut-être expulsé de la maison. Donc, il s'agit des priorités, de reconnaître ces priorités. Ce sont des bons points à la scène. On peut bien sûr se retrouver au milieu et on peut partir de là. Donc, fréquemment, on peut commencer avec ça. Donc, ça peut commencer de cette manière-là et ça peut ajouter à la relation que vous êtes en train de construire. Vous aurez peut-être des bons résultats. Donc, nous savons qu'il y a une pénurie et c'est critique. Et pour le futur, ça ne changera pas trop. Donc, nous le reconnaissons, cela. Et ce qui aura lieu plus tard, ça ne changera peut-être rien. Donc, il y a des manières dans lesquelles on peut soutenir ces personnes durant ce processus, faire en sorte qu'ils se branchent, qu'ils se connectent aux ressources appropriées par rapport au stress mental. Ça peut faire en sorte que ça s'en aille pour ces personnes, pour que ce soit un stress partagé
Donc, c'est très important, ça, de souligner ce fait. OK, c'est important de développer une liste aussi et de bien faire en sorte qu'on puisse développer ces points d'une manière indépendante. Oui, il y a des enjeux systémiques assez importants, donc qui font partie de notre système. On ne pourra pas tout corriger. En tant qu'infirmière, je ne me considère pas comme étant experte par rapport à l'expulsion. On a bien sûr la communauté générale par rapport à notre prescription sociale. Donc, il ne s'agit pas uniquement de nous. Nous avons une communauté entière et nous pouvons accéder à des ressources que nous pouvons utiliser, bien sûr. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas seul, vous avez des collègues. Vous avez bien sûr du personnel. Ils ont bien sûr des connexions aussi. Ils peuvent donc ils peuvent utiliser les ressources et ils ont ces connexions, bien sûr. On peut aussi, bien sûr, bouger en avant, se porter en avant en reconnaissant cela. Donc, j'aimerais bien ajouter que en tant que fournisseur, ça peut vous aider. Donc, par rapport aux ressources, pour quelques-uns de mes clients, ils n'ont pas des logements stables. Il a fallu qu'ils subissent des procédures. Et donc, par rapport à leur situation en ce qui concerne le logement, donc j'ai pu faire de la plaidoirie pour eux, pour qu'ils puissent rester à l'hôpital et récupérer de cette manière-là, ces genres de choses. Donc, vous savez peut-être qu'il y a une carence et vous ajoutez quelque chose d'autre. Donc, ça ne fixe pas le problème, mais ça soutient le processus de recouverte au fur et à mesure. Oui, vous obtenez des meilleurs résultats en fournissant cela. Pour les gens aussi qui ont subi des procédures, qui ont besoin d'un autre jour, de passer un jour en plus à l'hôpital. Donc, il faut bien sûr pousser pour que ça soit accompli. Bien sûr que les patients ne le voient pas, ils ne comprennent pas. Nous essayons de faire en sorte que ces gens rentrent dans ces établissements et qu'ils ressortent aussitôt que possible. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir fourni vos pensées. Donc, je vais passer la parole à Hélène pour qu'il puisse commencer avec notre deuxième thème ce matin. Merci Alison et Mike et Taylor. Merci pour cette discussion. Donc, nous allons faire une suivi du matin. Donc, j'aimerais bien à ce point-ci partager quelques pensées, quelques-uns de mes pensées par rapport aux thèmes importants, par rapport au suivi. Donc, une des thèmes les plus importantes par rapport à Alison et Mike et les autres dans notre groupe d'experts. Donc, c'est vraiment de distinguer, de faire la différence entre une suivi et de mener à terme. Donc, c'est aussi important que la prescription sociale par rapport aux problèmes en ce qui concerne l'aspect clinique. Donc, par rapport à la suivi, donc poursuivre jusqu'au bout, c'est vraiment le standard du soin. Donc, c'est très important de distinguer, de faire la différence entre les deux. Le prochain thème, c'est vraiment de prendre du temps pour comprendre l'impact de la prescription sociale sur le patient par rapport au suivi. Il faut bien sûr bâtir et reconnaître la prescription sociale et comment ça a marché. Donc, sur le plan affectif et pratique aussi, c'est important de bien apprendre comment ça a amélioré la vie du patient par rapport à leur famille, leur vie et leurs amis. Donc, ça ne va pas voir uniquement avec le patient. Les patients avec les expériences vécues pensaient que le fournisseur avait besoin d'écouter leurs histoires sociales et de bien comprendre leur santé, leur état de santé. Donc, le troisième thème, donc Alison et Mike en ont parlé.
Donc, c'est de savoir en tant que fournisseur de soins, lorsque nous n'avons pas une réponse facile, donc c'est difficile de le reconnaître. Donc, des enjeux sérieux donc, par rapport au logement, la nourriture et la sécurité. Alison en a parlé, donc c'est difficile. Donc, bien sûr, il faut pouvoir se brancher, se connecter à des ressources plus complexes peut-être, des programmes, bien sûr. Donc, avoir à faire avec tout ça, ça peut être difficile. Donc, nous avons une petite section en ce qui concerne les fournisseurs, bien sûr, se peut permettre de mieux comprendre si vous ne savez pas, bien sûr, toutes les solutions. Donc, à ce point-ci, j'aimerais bien passer à la section des réflexions de la séance. Donc, j'aimerais bien, qu'Alison en parle par rapport à la suivi et vraiment au fait qu'il faut poursuivre jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Donc, comment est-ce que ça a mieux marché pour vous lorsque vous avez un rendez-vous de suivi? Donc, quelles sont certaines de vos approches qui ont marché le mieux dans le passé? Merci. Pour Mike. Donc, par rapport au suivi et le fait qu'il faut mener à terme certaines choses ou poursuivre jusqu'au bout. Donc, c'est très important. C'est très important par rapport aux gens qui ont eu des expériences vécues, parce que souvent, lorsque on passe par des différentes agences et organisations pour des services différents, des fois, on se sent comme si on était juste une autre personne. Donc, les gens ont besoin de ressentir de l'empathie, la gentillesse, de la bienveillance lorsqu'on est en train d'avoir affaire avec les personnes, même s'ils sont des experts, même si on n'est que quelqu'un qui travaille auprès des communautés d'une manière sur un plan volontaire. Donc, si on est expert médical aussi, donc il s'agit de vraiment se rappeler d'être bienveillante. Donc, ça affecte beaucoup la personne devant vous. Donc, par rapport au fait qu'il faut poursuivre certaines choses jusqu'au bout, il faut reconnaître que c'est important que par rapport aux pratiques de premiers soins qu'ils vous demandent, et puis qu'on en parle, pour qu'on puisse construire une relation de confiance par rapport à leur prescription sociale. Et ça a beaucoup à voir avec la santé générale de cette personne. Donc, je pense que on ne peut pas enseigner aux personnes comment être. Donc, on est né avec l'empathie, la bienveillance, je pense. On ne peut pas enseigner aux gens d'être bienveillantes. Donc, il s'agit vraiment de construire ces compétences. Donc, ça prend du temps de les apprendre et ça fera une grande différence lorsque vous commencerez à faire de la prescription sociale pour les gens en ce qui concerne votre pratique. Donc, je vais passer la parole à Alison. Merci, Mike. Donc, vous avez fait des points magnifiques. Donc, lorsque vous avez posé ces questions par rapport à cette idée de suivi et de poursuivre jusqu'au bout. Donc, j'ai parlé avec un médecin, le docteur Alison Firsch. Donc, par rapport aux clients, ne décidez pas de faire quelque chose si moi, j'y suis pas. Donc, c'est ça l'idée. Donc, par rapport au suivi, par rapport au fait, à l'idée qu'il faut poursuivre jusqu'au bout, il s'agit de vraiment de co-créer certaines choses par rapport à la gériatrique. En gériatrie, en général, le client a besoin de soutien. Les barrières, on pense qu'il n'y a pas de barrière. Beaucoup de clients n'ont pas de téléphone, n'ont pas Internet. Donc, les contacter, c'est très difficile. Beaucoup sont
pas mobile, beaucoup de gens ne sont pas capables de voir, mais beaucoup là-dedans. Initialement, je dirais que dans le suivi à long terme, c'est trouver qui le client a dans son environnement immédiat. Ça veut dire que qui l'aide, sur qui ils peuvent compter. Peut-être c'est le voisin qui est au téléphone tout le temps. Peut-être que c'est le numéro de téléphone que nous devrions noter lorsque nous faisons une référence pour la livraison de la banque alimentaire pour quelqu'un qui a des problèmes de sécurité. Un peu avoir ça dans le suivi à long terme, c'est trouver qui est à proximité du client et qui peut le soutenir avec les plans de prescription sociale autres que vous-même. Donc, c'est une chose. Et ensuite, je trouve que, un peu chaleur humaine, faire un appel avec le client, avoir quiconque parle sur le téléphone ou les soutenir avec tout ce qui est automatisé comme téléphonie aujourd'hui, appuyer sur 1, sur ceci, pour ceci, 7 pour cela. Pour les clients qui ont des difficultés à entendre, c'est à peu près impossible. C'est une barrière. Un peu passer à travers tout ça, ce genre de complications ou avoir quelqu'un dans l'équipe qui peut faire ça, on ne peut pas le faire soi-même. Et ensuite, je sais que Michael a mentionné une chose, les erreurs. Mais moi, j'ai tendance à ne pas penser à ça comme étant des erreurs. Lorsque nous enquêtons, avez-vous déjà entendu parler du bon compagnon, des bons compagnons? Ceci ou cela, centre des années. Avez-vous déjà reçu un appel de ces personnes? Et ensuite, entendre ce que le client a à dire. Des fois, le client ne se souvient pas, son téléphone était en panne. Alors là, on va dire que votre téléphone est rétabli. Si ça ne marche pas, juste avoir la curiosité, pas porter jugement. On va dire, ah, c'est intéressant, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Je me demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Ah, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le temps de faire ça parce que vous avez PSW qui vient 2 fois par jour. Je ne sais pas. Parfois, quand les choses ne marchent pas, ça vous aide à être plus précis pour avoir une meilleure approche. Qui pourrait être plus efficace pour le client. Ça, c'est des bons points à soulever. J'aimerais revenir aux barrières que les gens souvent ont. Maintenant, ce n'est pas reconnu avant qu'on perde jusqu'à ce qu'on perde quelqu'un dans le système. Le téléphone, c'est un bon exemple. J'ai des tremblements dans la main. On demande d'appuyer le bouton sur le téléphone et parfois, ça prend pas mal de temps à appuyer sur le bon bouton. Si on prend tout en compte, c'est important. L'autre chose qu'on n'avait pas vraiment abordée, c'est les soins axés sur le traumatisme. C'est important de se rappeler que beaucoup de ces gens-là ont des traumatismes, des antécédents de traumatisme qui peuvent rendre les choses plus compliquées. Mais il faut toujours être conscient que le traumatisme est fort probablement présent dans la vie de ces gens-là, surtout les personnes qui ont fait l'expérience de certaines choses qui vont être traumatisantes et votre approche autour de ça peut être un peu différente aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes à entendre. Est-ce que tout le monde entend bien maintenant? Oui? Est-ce qu'on est toujours, on est toujours en train de parler très doucement, n'est-ce pas? Je crois comprendre que tout le monde entend bien. Je ne vois rien dans le clavardage, donc c'est bon signe. Aussi, les organisations. Il y a quelques organisations qui sont bien meilleures que d'autres. Je ne vais pas aller dans le détail, mais vous allez trouver que certaines sont meilleures que d'autres à faire certaines choses.
Souvent, c'est parce qu'il y a des barrières. Je suis allé à une clinique dentaire à Bakou, ici à Toronto. Croyez-moi, au tout début, il fallait remplir 5 pages de paperasserie. Ça peut être... Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. C'était très difficile de se rappeler quels sont vos médicaments, quelles sont vos doses, antécédents médicaux qui doivent être inclus dans ces formulaires. Et les gens, des fois, ont besoin d'un petit peu d'aide lorsqu'ils font ça. Ils ne vont pas toujours le demander parce que ils sont un peu craintifs. Il y a des gens dans nos sociétés qui n'ont pas la capacité d'écrire correctement ou de lire correctement. Ce n'est pas de quoi avoir honte. C'est une réflexion sur le système que nous avons en place qui n'a pas desservi les gens de la bonne façon. Il s'agit de ne pas porter jugement, mais trouver des manières de travailler avec les organisations. Les organisations, j'ai pu vous dire que elles ont les mains pleines parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent qu'elles doivent fournir beaucoup de choses et souvent elles ne reçoivent pas le financement nécessaire. Donc, elles ne sont pas en mesure d'avoir, d'être dotées en personnel comme il le faudrait. C'est pas seulement la communauté médicale où on sent que ça s'est réduit dans le temps des ressources, mais ça arrive aussi dans le secteur sans but lucratif aussi. Les gens, lorsqu'ils vont quelque part et ils doivent faire la queue, c'est facile de prendre la porte des fois. C'est plus facile que de faire la queue selon ce que vous avez à faire. Et je pense que renvoyer les gens à des endroits différents, parfois, ça peut être un signe qu'ils ont des difficultés à avoir accès et pourraient avoir besoin d'un soutien, peut-être quelqu'un qui les accompagnerait à quelques reprises pour qu'ils se familiarisent avec tout le système. Absolument. Ça me fait penser à une chose. Une autre personne qui était dans notre panel avec du vécu et elle décrivait la manière dont elle devait aller voir son rhumatologue. Elle devait prendre 3 bus dans la ville et avec sa douleur chronique, c'était vraiment difficile, mais c'était l'option qu'elle avait étant donné sa situation financière. Connaître ces choses, ça peut être vraiment important pour la manière dont nous fournissons des soins. Je pense que beaucoup de cliniciens connaissant 3 autobus de par la ville peuvent offrir quelque chose de virtuel s'ils font juste donner les résultats ou des choses comme ça. Absolument. Et nous voyons ça beaucoup parce que souvent, les gens, je pense aux mères célibataires qui ont 2, 3 enfants, ils doivent les trimballer de par la ville pour un rendez-vous ou le logement ou pour un rendez-vous médical ou pour aller à la banque alimentaire. Ils n'ont pas accès à une garderie ou un membre de la famille ou un voisin qui les soutienne. Les résultats sont, peuvent être assez pénibles à voir. On ne peut pas appeler une société saine quand ces choses continuent à se manifester dans tellement de secteurs différents dans la vie, dans le vécu des gens. Je pense que c'est pour ça que la présentation d'aujourd'hui et l'introduction à la prescription sociale, c'est tellement important parce que c'est reconnaître que les liens qui sont là, qui existent dans le vécu des gens par rapport aux conséquences médicales qui souvent accompagnent cela. C'est vrai,
J'ai vu en gériatrie des clients. Les gens adorent prescrire, faire des ordonnances, faire des diagnostics, venez vers des exercices sur une chaise qui est bien, mais on ne reconnaît pas l'énergie que ça exige pour quelqu'un qui a des problèmes sensoriels avec un problème de mobilité. Je me souviens un client qui m'a dit qu'il est allé obtenir des rayons X du thorax, un monsieur de 90 ans avec sa marchette. Il a pris l'autobus. Il a attendu à l'imagerie magnétique pendant 4 heures. Et ensuite, il est rentré à l'autobus et il a dit qu'il a dormi pendant 2 jours parce qu'il était tellement exténué d'avoir essayé de suivre, faire le suivi au long cours par rapport à ce que son prestataire de service lui demandait de faire. Je dis que dans les suivis à long terme, vraiment trouver à quelle fréquence votre client sort de la maison. S'il a des problèmes de mobilité, parce que peut-être qu'il y a une prescription sociale qui pourrait être la plus efficace, ce serait la prestation sociale qu'ils pourraient obtenir de leur propre maison plutôt que de sortir. Alison et Mike, je vais m'introduire ici pour vous remercier pour les exemples concrets remarquables qui, selon moi, sont des choses à retenir pour le groupe aujourd'hui. Merci. C'était vraiment une conversation enrichissante. Je pense que nous allons passer à la section suivante de la présentation qui est la période de questions. Maintenant, nous allons accueillir les gens. Si vous voulez mettre ça dans le clavardage, nous allons suivre ça. On va être content d'entendre toutes questions que vous avez maintenant. Je pense que je peux répondre à une question qui est dans le clavardage. Une question que j'ai souvent, qu'est-ce qui est différent dans les références? Très bonne question. Mais là, je l'ai perdu. En gros, selon moi, la différence, c'est que vous êtes intentionnel pour nous. On met ça dans notre dossier médical électronique. Nous faisons la référence et nous documentons le suivi également. Aujourd'hui, dans la période post-COVID, on dirait que lorsque vous envoyez une référence, c'est parti dans le néant parce que les listes d'attente sont tellement longues avec la prescription sociale ou une référence médicale à un spécialiste. Avec une prescription sociale, je dirais que vous l'incluez plus ou moins dans la norme de soins pour le client et vous faites le suivi au long cours après cours. Si ça n'a pas marché, de rétrécir la lorgnette, vous regardez qu'est-ce que serait l'option suivante. Je ne sais pas si Mike voulait ajouter. Rapidement, la prescription sociale en soi, c'est souvent, c'est préventif comme mesure, mais aussi, c'est une prescription pour l'impact sur la santé des gens qui arrivent aujourd'hui, à notre époque. Nous savons que beaucoup de ces questions ont un impact sur la santé des gens de manière très négative, que ce soit aujourd'hui, ça peut être dans 20 ans que ça va avoir un impact négatif sur une maladie que les gens qui ont connu des choses auront une propension à avoir. Donc, la prescription sociale, pour moi, c'est de reconnaître que
la santé des gens est en péril quand on ne fait pas correctement la prescription sociale. Comme clinicien, reconnaître les dangers que les gens connaissent. Je sais souvent les gens ne comprennent pas les dangers auxquels ils font face et les conséquences lorsqu'elles surviennent après coup. Pour moi, c'était probablement j'ai tellement de questions de santé, c'est génétique ou c'est environnemental et c'est situationnel comme maladie qui ont développé à cause du processus par lequel je suis passé, qui était un peu dicté et non pas volontaire. Et ça a causé des dommages. Reconnaître que ça ont plus de chances d'arriver dans ces communautés par rapport au public en général, c'est crucial de comprendre l'importance de la prescription sociale et de comprendre la santé générale et le bien-être général des gens que nous desservons. Je voulais juste... On a des bonnes questions dans le clavardage. J'aimerais essayer d'en aborder au moins deux, mais on me demande comment est-ce que vous tracez dans EMR et quelles barrières avez-vous vues quand vous avez fait ce genre de traçage dans un EMR? Est-ce que vous parlez de ça? Je ne suis pas à jour dans la façon de tracer les choses dans les dossiers. Dans notre centre communautaire, nous avons un informaticien, je sais qu'il est fort, mais je ne sais pas moi comment c'est fait. Récemment, nous avons mis en place certains des nouveaux formulaires de l'Alliance pour la prescription, on l'a formaté dans notre OMR. Et ensuite, pour faire le suivi sur d'autres questions que j'ai vues, les problèmes sociaux peuvent être identifiés par un clinicien. Et ensuite, ça serait écrit dans le formulaire, dans le OMR. Et ensuite, le formulaire serait ensuite passé à l'équipe de promotion de la santé et il ferait un suivi. Ensuite, le clinicien pourrait aussi voir dans le tableau ce qui est arrivé. Et on a décidé d'avoir un rendez-vous un mois après la prescription sociale. Je pense que c'était un mois. On voulait demander au client s'il avait besoin de soutien, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça aide. Je ne sais pas comment les gens tracent les choses. Merci de votre intervention. Une autre question que nous avons. Avez-vous des conseils sur la manière d'engager un médecin déjà surchargé à commencer à faire la prescription sociale? Oui, moi je dirais une chose. On a eu quelque chose de fascinant comme promoteur de la santé qui nous l'a présenté il y a quelques années et ce qu'elle avait trouvé, elle, c'était que c'est quelque chose que vous faites déjà. Donc, il suffit de montrer dans les tableaux que nous le faisons. C'est une manière de le communiquer parce que pour l'instant, vous êtes déjà en train de le faire dans une certaine mesure. Et ensuite, on a mis une carte laminée dans chacune des salles d'examen. Quand on peut, un truc qu'on peut écrire avec un marqueur de tableau, là. Est-ce que vous vous sentez isolé? Est-ce que vous vous sentez déconnecté? Est-ce que quelque chose de ce genre? Et le médecin, ça a déclenché quelque chose chez le médecin ou chez le clinicien ou le praticien, peu importe qui était avec le client, à réfléchir là-dessus, à avoir quelque chose de proche de l'ordinateur au poste de travail, et ensuite avoir quelque chose de réellement plus tard, de simple, formulaire simple, dans le dossier électronique médical où vous cliquez sur quelque chose, vous faites une petite note sur quelques barrières, n'a pas de téléphone, des choses comme ça. Je pense que nous avons le temps pour une question de plus.
Merci à tous d'avoir clavardé. Je vois que c'est une question pour vous. Kimberly écrit, je comprends l'importance de faire les visites à la maison. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à cause de questions de sécurité. Comment est-ce que vous assurez votre sécurité quand vous faites les visites à la maison? C'est une bonne question. Nous avons une référence, un formulaire de référence où c'est possible que les gens peuvent parler d'inquiétude sur la sécurité sur le formulaire de manière typique avant que je vois quiconque. Je leur donne un coup de fil, on discute au téléphone et je trouve qui est dans leur vie et voir si ils pourraient aussi être capables d'être présents quand je fais ma visite. J'ai toujours un téléphone mobile sur moi. Je reste dans le cas de la porte. Et souvent, pour les nouvelles visites, j'amène avec moi le travailleur social de l'équipe. Souvent, je suis là avec une deuxième personne pour la première visite et après coup, là, on est correct. Mais j'ai toujours le téléphone sur moi. Jamais je m'assieds toujours proche de la porte. Merci beaucoup, Alison et Mike, pour avoir réagi aux questions. Merci à tous les gens qui ont clavardé. On s'approche de la fin de notre présentation et pour finir, on aimerait faire quelque chose. Alison et Mike, on aimerait avoir un appel à l'action, une phrase concise, une réflexion concise sur ce que vous aimeriez partager aujourd'hui sur la prescription sociale. Moi, c'est court. La prescription sociale, ça peut être un pont qu'on construit pour avoir une meilleure santé pour tous vos clients. Alison? Vous êtes en sourdine. J'ai dit que c'était tout à fait concis, Mike. Je ne sais pas si je peux vous imiter. Je dirais, moi, que dans les clients qu'on voit, il y a une intersectionnalité de pauvreté, de classe, isolement social, traumatisme, discrimination, inéquité sociale. On essaie de voir les gens par la lorgnette médicale. Les gens sont composés de toute une série d'expériences et je pense que nous pouvons livrer des soins plus efficaces quand nous prenons en compte les déterminants sociaux de la santé qui sont liés à notre client. Donc, moi, mon message simple, ce serait probablement que vous faites déjà ça. C'est seulement le rendre un petit peu plus intentionnel. Et il y a des très beaux formulaires qui ont été élaborés. Réellement, ça signifie quelque chose pour un client lorsque vous avez un espace et vous entendez ce qui se passe, ce qui est le plus important pour la personne. Lorsque vous demandez comment ça s'est passé, certaines personnes sont étonnées quand je leur demande comment ça s'est passé parce que ils ne s'attendaient pas à ce que ce soutien serait là. Je pense que c'est une partie à haute valeur, le fait de dire s'occuper d'un client, avoir à cœur sa situation, c'est tout ce que j'ai à dire. Beau message, merci. Nous allons conclure la présentation au nom de Taylor et à CEP. On aimerait remercier Alison et Mike pour avoir participé à notre groupe d'experts. Merci beaucoup. Je veux aussi vous rappeler des ressources de prestations sociales qui viennent d'être lancées dans le site web de CEP. Nous avons donné le URL pour vous. Et je veux aussi vous rappeler que c'est quelque chose que vous pouvez imprimer, vous pouvez le partager avec des collègues, vous pouvez mettre des exemplaires dans votre salle d'attente.
Répondez la bonne nouvelle. On aimerait entendre vos commentaires. Merci.